Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 44e numéro d'Entre nous soit dit. Nous sommes en France dans une situation assez étrange où les pires bobards peuvent circuler sans que rien, vraiment rien, ne vienne les démentir. Sauf sur Reichmann TV et éventuellement sur quelques médias encore restés libres. Et nous avons donc une sorte de fonction qui consiste à essayer de dire la vérité. Alors non pas une vérité doctrinale, mais une vérité de fait. Et même sur les faits, il est extrêmement difficile en France de trouver un média qui accepte de dire que les faits tels qu'ils se sont réellement déroulés n'ont rien à voir avec ceux qu'on vous explique. Alors pour m'aider dans cette mission très difficile, que je serais bien incapable d'assumer tout seul, j'ai invité Christian Gérondeau. Bonjour Christian Gérondeau. Bonjour Claude. Nous sommes évidemment ravis de vous accueillir car vous avez une particularité assez extraordinaire. Vous êtes à la fois un polytechnicien et un esprit libre. Alors vous me direz, ce n'est pas forcément incompatible, mais enfin, c'est quand même assez rare, car les allées du pouvoir sont encombrées de polytechniciens, et les allées du pouvoir ne sont pas caractérisées par l'esprit libre. Alors si je le dis, ça n'est pas simplement parce que vous êtes avant tout un des plus grands spécialistes mondiaux des transports, mais aussi parce que vous avez exercé votre curiosité à travers d'autres secteurs. Je pense en particulier à ce livre que vous aviez écrit il y a une dizaine d'années et qui, à mon avis, n'a pas pris une ride, Candide au pays des libéraux, où vous aviez, Candide donc, décidé d'explorer cette Amérique qui était, paraît-il, l'enfer ultralibéral, et vous en avez ramené un livre que je vais d'ailleurs montrer à la caméra, Candide au pays des libéraux, avec une préface d'Alain Madelin d'ailleurs, et l'éditeur était Albin Michel. Or, Candide au pays des libéraux, c'était tout simplement le parcours d'un homme expérimenté, cultivé, curieux, capable de lire les écrits, les rapports et de comprendre les chiffres, et qui nous démontre très simplement que finalement l'Amérique n'est pas du tout, les États-Unis d'Amérique ne sont pas du tout cet enfer que certains nous décrivent. Et puis, remontons le temps, vous nous avez donné également un livre où certains vont peut-être croire qu'il s'agit de ballet rose ou autre, mais pas du tout. Ce sont les danseuses de la République. Alors rassurez-vous tout de suite, SNCF, transport public et autres. Alors c'est un livre extrêmement sérieux, publié aux éditions de l'Harmattan, où un certain nombre de vérités qui ne sont actuellement pas bonnes à dire sont étalées et avec toutes les preuves nécessaires. Et puis très récemment, Écologie, la grande arnaque, aux éditions Albin Michel, je crois. Voilà, Albin Michel. Alors, Christian Gérondeau, vous êtes vraiment en situation aujourd'hui parce que la SNCF, qui est votre cher souci, si je puis ainsi m'exprimer, est au cœur de plusieurs débats. Le premier d'entre eux a trait aux moyens d'information dont use cette grande société pour prévenir ses passagers qu'il y a un problème. Ça, ils s'en aperçoivent d'ailleurs tout seuls, pour essayer de leur indiquer comment ils peuvent s'en sortir et quand ils vont s'en sortir. Et puis, il y a une autre affaire très importante également, cette fameuse affaire de la carte famille nombreuse, car on nous a expliqué, on y reviendra bien sûr un peu plus dans le détail, que la SNCF gagnant maintenant de l'argent, ce qui a été pour moi une très grande surprise, et pour vous encore plus sans doute, était capable de payer elle-même la carte famille nombreuse. Alors nous allons revenir bien sûr sur ces sujets, sur d'autres, et sur les OGM, puisque vous vous êtes occupé d'écologie également, mais tout d'abord, comment se fait-il qu'une société comme la SNCF, que vous connaissez bien, et qui est quand même une grande société, qu'on le veuille ou non, même si elle perd beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on croit, puisse, et ce n'est pas la première fois, n'avoir pas constitué en son sein un certain nombre de cellules de crise préventives pour le moment venu, lorsqu'un problème se pose, essayer au moins de prévenir les passagers de ce qui les attend. Bah, écoutez, là, je crois que c'est un petit peu la partie émergée de l'iceberg. Bon, c'est vrai que les passagers, je pense à la région parisienne par exemple, sont souvent mal informés de ce qui se passe. Bon, il y a des progrès qui sont faits, mais je ne crois pas que ce soit là l'essentiel. L'essentiel est ailleurs. Il est dans le fait que vous avez évoqué que la SNCF affiche des bénéfices. Et c'est quelque chose qui est tout à fait extravagant quand on connaît la réalité des choses. Les chemins de fer en France coûtent 21 milliards chaque année. Les recettes du trafic, c'est 9 milliards. Donc n'importe qui fait la différence et voit qu'en réalité, il y a un déficit de 12 milliards. Et ça, c'est la réalité, ce qui figure dans les rapports parlementaires, qui figure dans beaucoup de documents. Alors comment est-ce que 12 milliards de déficit peuvent se transformer en 1 milliard de bénéfices ? C'est une série de conventions comptables. Mais je dirais que la base, c'est que les subventions
que nous, contribuables, nous payons, sont considérés par la SNCF comme des recettes. Alors évidemment, à partir du moment où vous considérez les subventions que paye le contribuable au titre des recettes, eh bien, vous pouvez afficher n'importe quoi. Et c'est ce qui se passe. Imaginez-vous par exemple, tout le monde connaît les TER, surtout ceux qui sont en province, puisque les TER, c'est essentiellement les régions. Les TER coûtent en déficit 3,5 milliards chaque année. C'est très simple à faire, il y a les recettes et les dépenses, on fait la différence. Et on trouve 3,5 milliards. Les recettes, c'est un peu plus de 4 milliards, les dépenses, c'est un peu plus de 4 milliards, les recettes, c'est 600 millions, vous faites la différence, vous trouvez 3,5 milliards. Ça figure dans le budget des régions, c'est pas un secret. Eh bien, dans les comptes de la SNCF, les TER sont bénéficiaires, puisque l'argent que versent les régions est considéré comme une recette. Donc, c'est une espèce de tour de passe-passe qui fait que on cache la réalité des choses. Et bien entendu, à partir du moment où cette réalité est cachée, réalité incontestable, encore une fois, que tout le monde peut vérifier, eh bien, la politique qui s'ensuit est une politique qui, malheureusement, n'est pas la bonne, puisqu'il n'y a aucune raison de limiter les dépenses, puisqu'on est en bénéfice. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement grave. J'en parlais un jour à un journaliste qui était ahuri, qui m'a dit « mais c'est pas possible ». J'ai dit « si, c'est tout à fait possible, c'est la vérité ». Et ce journaliste m'a dit « mais c'est un mensonge d'État ». Et je crois qu'il avait raison. Quand on en est à ce stade où on entend partout, et je le constate, la majeure partie des Français est persuadée que la SNCF, c'est-à-dire les chemins de fer, font des bénéfices. Or, en réalité, c'est un gouffre financier. Et ce qui est extrêmement grave, c'est que ce gouffre s'accroît d'une année sur l'autre. Et pas lentement, il s'accroît d'1 milliard par an. Autrement dit, les 12 milliards dont je vous parle, il y a 2-3 ans, ils étaient 10 milliards. Mais ne vous inquiétez pas, dans 2-3 ans, ils seront 14 ou 15 milliards. C'est-à-dire les subventions. C'est-à-dire que, évidemment, qui voulez-vous qui comble ce trou? Il n'y a personne, c'est non pas le secteur privé qui va le faire, donc c'est les subventions, c'est-à-dire le contribuable. Donc nous avons une situation qui n'est pas crédible, mais qui correspond à la réalité. Et je pense que malheureusement, ce qui se passe pour les chemins de fer se passe dans d'autres secteurs, et qu'on est au cœur du mal français. Tant qu'on ne dira pas la vérité, et qu'on aura, alors vous évoquiez les polytechniciens, pourquoi pas, encore que maintenant, c'est plus eux qui dirigent les grandes entreprises, c'est plutôt des énarques, mais peu importe, mais tant qu'on aura cette masse importante, considérable, de gens qui, sans s'en rendre compte, peut-être travestissent la réalité, on n'arrivera pas à réformer le pays, et on n'arrivera pas, bien entendu, à équilibrer nos comptes. C'est ce qui se passe pour les chemins de fer, j'ai évoqué pour en dire un mot, d'autres domaines complètement différents. Je pense une énergie. On est en train de couvrir la France d'éoliennes. Et là, c'est pas le contribuable qui va payer, mais c'est le consommateur d'électricité. Et à vrai dire, il n'y a pas grande différence entre les deux, parce que on paye tous des impôts. Mais même ceux qui ne payent pas d'impôts payent des impôts, ne serait-ce que quand ils font plein d'essence de leur voiture. Hein, chacun sait que le carburant, c'est essentiellement des impôts. Donc tout le monde paye des impôts. Eh bien, tout le monde a besoin d'électricité. Donc c'est bien, consommateur ou contribuable, exactement la même chose. Et là aussi, les dépenses vont s'accroître. Donc nous avons un problème extrêmement grave, qui est un problème national, qui tient au fait que la vérité est cachée, que des gens ont intérêt à la cacher, et que, nous évoquions ça tout à l'heure, nous sommes très très rares à dénoncer ce qui, je reprends l'expression qui n'est pas de moi, ce qui est un mensonge d'État. Alors, ce que vous évoquiez à l'instant, c'est une conversation que nous avons eue quelques instants avant de prendre l'antenne, au cours de laquelle nous nous félicitions d'être au moins deux. Et nous sommes encore un peu plus nombreux quand même que cela, mais je veux dire que ceux qui essayent de dire la vérité sont des gens qui, le plus souvent, heurtent le bien-pensé tel qu'il est formulé par les classes dominantes actuellement, et on se trouve effectivement, là je vous rejoins totalement, dans un vrai problème de démocratie. Parce que si les Français, on ne peut pas demander à n'importe quel Français d'avoir comme vous les qualités intellectuelles et la formation pour aller examiner des rapports, mais si quelqu'un fait le travail pour eux et leur explique honnêtement ce qu'il en est, ils sont parfaitement capables de comprendre. Mais si on ne leur explique pas... Oui, je crois que c'est le problème que nous avons, c'est vraiment notre problème national. Il y a une désinformation, il y a des groupes de pression qui
sont parfois privés, alors on les appelle des lobbies, mais quand ils sont publics, on dit que c'est le service public, mais en réalité, dans les deux cas, ce sont des groupes de pression qui défendent des intérêts, qui croient peut-être bien faire, la question n'est pas là. Je pense que les cheminots croient bien faire en entretenant, ça c'est un rapport de la Cour des comptes qui vient de le dire, encore une fois c'est pas secret, 15 000 kilomètres de lignes secondaires, où il passe un train le matin, ou un autorail plutôt, et un autorail le soir. 15 000 kilomètres, ça coûte extrêmement cher à entretenir, il faut des gares, il faut du personnel, des dizaines de milliers de personnes, et bien entendu, c'est pas une bonne solution, puisque, on vient de le rappeler, le déficit est colossal. En l'occurrence, c'est tout à fait curieux, la solution qui est mise en œuvre dans tous les autres pays, quand il y a peu de trafic sur une voie ferrée, c'est de fermer la voie ferrée et d'ouvrir à la place une ligne d'autocar. Bon, on a d'excellentes routes, on a d'excellentes autoroutes. Pourquoi nos autoroutes ne sont-elles pas parcourues de lignes d'autocar régulières comme dans les autres pays? Ceux qui ont été aux États-Unis, moi quand j'étais jeune étudiant, j'ai parcouru les États-Unis dans les Greyhounds, c'était les autocars que tout le monde connaît. Ils ne sont pas les seuls, il y en a d'autres. Mais vous en avez en Angleterre, vous en avez en Suède, vous en avez en Espagne, vous en avez à peu près partout des lignes d'autocar. Il n'y en a pas en France. Pourquoi? Parce qu'il est interdit en France de créer de lignes d'autocar, sauf quand la SNCF donne son accord. C'est-à-dire pratiquement jamais, sauf pour la desserte très locale autour des gares. Mais en dehors de ça, nous n'avons pas le droit, ce qui est tout à fait invraisemblable, de créer de lignes d'autocar. Cette absence, ça nous coûte, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour les lignes régionales, 3,5 milliards d'euros qui pourraient être pratiquement en totalité économisés si nous n'avions pas cette loi. Mais voilà, si vous voulez. Donc je pense que tant que nous ne nous attaquerons pas au déficit important, alors là on en vient aux familles nombreuses. Quand on sait que les chemins de fer coûtent 12,5 milliards par an à la collectivité, aux contribuables, et qu'on entend dire qu'on va supprimer les cartes de famille nombreuses pour faire quelques dizaines de millions d'économies, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On économise des millions, mais on ne touche pas aux milliards. Et je crois que c'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être ceux qui nous dirigent-ils n'ont-ils pas le sens des ordres de grandeur, je crois que c'est vrai, ils ne savent pas où sont les priorités, mais malheureusement, le résultat est là. Alors le chiffre exact qui a été avancé par le gouvernement, c'est 70 millions, très exactement, pour la carte famille nombreuse, alors il y a eu encore de ces couacs innombrables qui jalonnent la vie gouvernementale en France en ce moment, et d'ailleurs depuis longtemps, et au cours duquel on nous a expliqué qu'en réalité il s'agissait simplement, non pas de supprimer la carte famille nombreuse, mais de la faire payer par la SNCF, qui a des bénéfices. Alors justement, on retombe sur ce que vous venez de nous démontrer, elle n'en a pas, et par conséquent, si on lui redonne 70 millions, ça ne changera strictement rien, et c'est comme ça que ça s'est terminé. C'est-à-dire que finalement, la SNCF verse des dividendes parfaitement factices à l'État, et l'État se paiera pour la carte de famille nombreuse sur des dividendes. C'est-à-dire qu'on échange 0 contre 0, et à l'arrivée, on recommence exactement comme au point de départ. Il faut bien reconnaître que là, on atteint un peu un des sommets du ridicule, n'est-ce pas? Faire payer la carte de famille nombreuse par des bénéfices fictifs pour soi-disant faire des économies qui seront tout aussi fictives, bien entendu, c'est vraiment parfaitement ridicule. Encore qu'on pourrait discuter de la carte famille nombreuse. Il faut savoir que cette carte, elle sert surtout aux classes aisées. Il faut savoir que les gens modestes ne prennent pas le train. Et ils ne prennent pas le train pour une raison très simple. Quand ils vont en vacances, par exemple, c'est que sur votre lieu de vacances, vous avez besoin d'une voiture. Et si vous prenez le train et que vous louez une voiture à l'arrivée, ça va vous coûter extrêmement cher. Donc, ça c'est un des paradoxes de notre époque. Nous avons l'impression que le train c'est social et que la voiture c'est pour les riches. C'est exactement le contraire. La voiture c'est pour tout le monde, y compris les plus modestes, et le train c'est réservé aux gens qui peuvent louer une voiture à l'arrivée ou qui ont une résidence secondaire, ou peu importe. Mais la SNCF elle-même le dit, la majorité des gens qui utilisent le train appartiennent plutôt aux classes favorisées.
Mais on aurait pu discuter, je dirais calmement, est-ce qu'il faut maintenir cette carte ou pas? Mais il faudrait d'abord s'attaquer au vrai problème. Et le vrai problème, j'en ai évoqué un il y a quelques minutes, celui des transports express régionaux, 3,5 milliards par an, et qui augmente chaque année. C'est absolument colossal. Et savez-vous quelle est la proportion des Français qui utilisent régulièrement les TER? Quand je dis régulièrement, je veux dire au moins une fois par semaine, donc c'est une définition quand même très large. Vous n'allez pas le croire, c'est 1%. 97% des Français n'utilisent jamais, ou pratiquement jamais, les TER. Et ça coûte 3,5 milliards aux contribuables. Donc tant que nous dépenserons l'argent pour je dirais, des actions qui ne sont vraiment pas justifiées, nous n'en aurons pas, évidemment, pour ce qui est justifié, et nous aurons un déficit qui est un problème national majeur et qui continuera à augmenter chaque année. Nous n'avons d'ailleurs même pas la consolation de faire plaisir aux vaches, puisqu'il y en a de moins en moins, étant donné qu'on a supprimé les vaches sous les auspices de la Commission européenne, alors que maintenant on manque de lait. Mais enfin bon, tout ça va s'arranger. Nous savons très bien que la bêtise peut creuser très longtemps, mais il y a un moment où elle finit quand même par s'arrêter parce qu'elle tombe sur du dur. Alors, revenons à la SNCF pour un instant, ou plutôt au réseau ferré de France. Monsieur Séguin s'est mis en colère, le président de la Cour des comptes. Et il a dit, ça n'est pas normal que la SNCF continue d'entretenir un personnel pour les voies ferrées, etc., qui appartiennent désormais au réseau ferré de France. Il faut transférer le personnel. Mais est-ce que finalement, ce ne sera pas, une fois encore, un jeu d'écriture? Bien entendu, d'abord ça ne se fera pas, parce que les syndicats de cheminots ne le voudront pas. Donc le rapport de la Cour des comptes, il va s'entasser comme les autres rapports. Mais malheureusement, et c'est triste, ce rapport ne s'attaque pas à la réalité du problème. La réalité du problème, c'est que nous avons, et ça c'est quand même un peu dit, mais très discrètement, nous avons 15 000 kilomètres de lignes où il ne passe pratiquement rien, de voies ferrées, et qu'il faut les fermer. Le rapport le dit à mi-mot. Et à ce moment-là, on peut penser que pour ces lignes, bien qu'il n'y ait pas de chiffres, parce que là aussi, c'est le nuage, enfin je dirais le rideau de fumée, mais qu'il y a probablement 40 000 cheminots qui sont affectés à ces transports régionaux et à ces lignes secondaires. Bien, c'est là, évidemment, où est l'économie à faire. Le fait qu'on transfère des cheminots d'une société publique à une autre société publique, ça changera évidemment absolument rien. Et le rapport de la Cour des comptes, malheureusement, passe à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que je viens de dire. Je n'ai pas vu une seule fois dans ce rapport qu'il fallait libéraliser la création de lignes d'autocar en France, ce serait quand même la moindre des choses, ce qui permettrait ensuite de fermer des lignes où, je le répète, il y a un ou deux trains par jour, plutôt un ou deux autorails, généralement tout neufs, parce que les régions viennent de renouveler tout le matériel, et dans des gares pimpantes, on vient de les repeindre, mais c'est pas ça qui amène des clients. Donc, tout simplement pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, pour la plupart des déplacements, les gens ont une voiture, et que la voiture, ça va plus vite. Et que donc, on peut faire tout ce qu'on veut, repeindre les gares, améliorer le matériel, c'est pas pour ça que ça augmentera la fréquentation, au-delà de quelques augmentations symboliques, mais qui ne toucheront pas la masse des Français. Alors, est-ce qu'il y a également du neuf sur le plan du service minimum? Alors, on en avait beaucoup parlé pendant la campagne électorale de M. Sarkozy, qui s'était engagé à donner, en quelque sorte, je crois que c'était 3 ou 4 heures le matin et autant le soir, aux usagers. Et puis, la montagne, semble-t-il, a accouché d'une toute petite souris, puisque il y a un vague projet, qui a été plus ou moins voté d'ailleurs, mais on n'a jamais eu l'occasion d'expérimenter. Où en sommes-nous vraiment dans cette affaire? Peut-être avant de parler du service minimum, peut-on parler de l'endroit où véritablement il a à s'appliquer. Cet endroit, c'est essentiellement la région Île-de-France et puis, je dirais, les réseaux de banlieue de quelques métropoles. Mais c'est surtout l'Île-de-France en réalité. Et là, bien entendu, la SNCF, le chemin de fer, est indispensable. Personne, ça viendrait l'idée de personne de dire on peut se passer du chemin de fer de banlieue. On en a besoin, chemin de fer de banlieue ou RER, on en a absolument besoin pour l'équilibre et pour la vie de ces grandes villes. Alors, ceci étant dit, puisqu'on en a absolument besoin, quand il y a des grèves, ça fait très mal. Ça fait mal à l'économie et ça fait mal
d'abord aux usagers, qui sont quand même obligés pour la majorité d'aller travailler, et qui se retrouvent dans ce qu'on appelle communément une galère, avec des durées de trajet invraisemblables, des marches à pied très longues, et que sais-je encore. Donc, effectivement, il faut arriver à ce que comment dirais-je, ces épisodes de grève soient le moins nombreux possible. Est-ce que c'est nécessairement par la mise en place d'un service minimum? Pourquoi pas? Je pense que c'est une bonne méthode. C'est aussi par l'amélioration du dialogue social. Je prends, en restant dans le domaine des transports urbains, je crois qu'on peut citer la RATP. La RATP, le métro, il y a relativement peu de grèves quand on regarde comment les choses se sont passées au cours des dernières années. Donc, bon, je dirais qu'il faut trouver une solution. Est-ce que c'est le service minimum? Est-ce que c'est un meilleur dialogue social? Mais c'est vrai qu'on ne peut pas laisser cette situation perdurer, où, souvent sans préavis, d'un seul coup, une grande ville, et d'abord la capitale de la France, se trouve paralysée. À la RATP, il y a donc un service, une procédure plus exactement d'alerte, qui consiste non pas à la sécurité du transport, mais la sécurité des relations sociales. Et donc c'est celle-ci qui semble fonctionner à peu près. Ça fonctionne assez bien, la RATP. Bon, moi j'utilise souvent le métro, j'utilise aussi souvent la voiture, ça dépend des circonstances. Mais bon, on peut dire que dans l'ensemble, le métro fonctionne. On pourrait certainement améliorer de différentes méthodes, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, le confort, la capacité, mais dans l'ensemble, c'est vrai que la RATP fonctionne correctement. Alors, puisque nous en sommes à Paris, il y a eu des élections municipales à Paris il n'y a pas longtemps. M. Delanoë a été reconduit, maire de Paris. M. Baupin, que certains ont appelé l'ayatollah du transport, lui n'a pas été vraiment reconduit dans la mesure où il a été élu, certes, mais les Verts ne sont plus en position de dicter à M. Delanoë sa politique. Est-ce qu'on peut espérer raisonnablement qu'un certain nombre d'inepties qui ont été faites à Paris, je pense en particulier à la nouvelle configuration des couloirs d'autobus qui ont semé une pagaille sans nom, est-ce qu'on peut espérer que la raison va revenir ? On peut l'espérer. D'ailleurs, le maire de Paris, j'allais dire le nouveau maire, mais c'est toujours le même, a dit qu'il remettrait en cause certains aménagements. Alors, je crois qu'il a parlé du boulevard Montparnasse, il a parlé de 2 ou 3 endroits précis, et je pense qu'il faut procéder maintenant à un examen systématique, parce qu'il y a des endroits où c'est complètement absurde, où il se trouve que je travaille avenue Marceau, près des Champs-Élysées. Et l'avenue Marceau, il n'y a jamais eu de problème. Elle est très large. Il y avait une voie montante pour les voitures dans un sens, une voie descendante pour les voitures dans l'autre sens. Elle était donc à double sens. Elle vient d'être mise à sens unique. Et l'essentiel de la chaussée est maintenant réservé à une ligne d'autobus, il n'y en a qu'une, la ligne 92, et à des cyclistes qui n'existent pas, parce que l'avenue Marceau est en pente assez forte, et que bien entendu dans un quartier d'affaires, on voit mal les hommes d'affaires arriver en vélo, transpirant et suant après avoir grimpé l'avenue Marceau. Donc c'est véritablement la mesure qui ne sert absolument à rien. Les voitures, elles, sont obligées maintenant de rouler en sens unique, sinon il y a une contravention. Et du coup, quand elles veulent remonter depuis la Seine vers l'Étoile, de faire des détours considérables et d'encombrer toutes les rues du quartier. C'est vraiment la mesure complètement absurde qui a été prise pour des raisons uniquement doctrinaires. Alors je crois que c'est un grand progrès que M. Denis Baupin soit parti, parce que c'était vraiment quelqu'un avec qui il était impossible de discuter. Juste avant de partir, la semaine qui a précédé les élections, il a montré ce qu'il voulait faire. Il a bloqué le boulevard périphérique. Il a étendu des grands tapis verts et il a dit qu'à l'avenir, il faudrait réserver le boulevard périphérique aux cyclistes et aux piétons. Quand on sait qu'il y a à peu près 2 millions de Franciliens qui passent par le boulevard périphérique tous les jours, et heureusement qu'il est là, on voit tout de suite qu'on a véritablement affaire à quelqu'un que je ne sais pas trop qualifier, mais enfin qui suscite quand même un grand étonnement. Dans le bon sens, c'est probablement pas la qualité principale. Sûrement pas. Alors, je ne veux pas vous entraîner sur le terrain politique parce que ce n'est pas vraiment celui que vous avez choisi, même si vous êtes parfaitement lucide et conscient dans la matière, mais on est bien obligé quand même de parler un peu de politique dans la mesure où il y a eu des élections qui ont confirmé donc une municipalité qui n'avait quand même pas un bilan vraiment extraordinaire, mais est-ce qu'on ne peut pas se demander si au fond
ce qui s'est passé pour l'opposition municipale n'est pas le fruit d'une politique qui finalement n'a jamais été très différente de celle de la gauche. Regardez cette affaire du tramway. La droite l'avait validée quand elle dirigeait la mairie de Paris. Regardez les Vélib, est-ce qu'on a entendu la droite critiquer ou en tout cas émettre des objections? Vous parliez des rues en pente, on peut parler aussi du mauvais temps, on peut parler également de tous ces vélos qui disparaissent et qui nous coûtent de l'argent. Enfin bref, est-ce que finalement nous ne sommes pas en panne, j'allais dire d'idéologie, ça n'est même plus pas ça, d'idées? Oh ben, je crois que la réponse est oui, la réponse est absolument évidente. Et malheureusement, mais là ça élargira un peu le débat, ça ne se limite pas au secteur des transports. Non. Je pense que nous vivons sous l'emprise de ce qu'on appelle le politiquement correct. Et le politiquement correct nous a envahis depuis une trentaine d'années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne distingue plus véritablement ce qu'on pourrait appeler une politique de droite et une politique de gauche. Et je pense d'ailleurs que s'il y a eu les résultats que vous évoquez à Paris et dans toutes les villes de France, c'est bien parce que les électeurs sont perdus et qui ne comprennent plus. Alors ceux qui ont une philosophie que j'appelle de droite, parce qu'il faut bien lui donner un nom, ne se reconnaissent plus. Et ceux qui sont de gauche, par définition, disent que, bien entendu, les responsables de droite ne font pas ce qu'il faut. Donc c'est un vrai problème, et je crois que notre pays manque d'idées. C'est pas qu'elle soit de gauche ou de droite, mais il manque tout simplement d'idées. Nous avons ce rouleau compresseur du politiquement correct, et là je reprends un peu ma casquette d'ingénieur. Je pense qu'on ne peut lutter contre le politiquement correct qu'avec des chiffres. Parce que le politiquement correct sont des idées. Et au niveau des idées, une idée en vaut toujours une autre. Et en réalité, quand on veut, par exemple, quand on parle des transports, mais parler santé, parler éducation, il faut mettre des chiffres. Et à ce moment-là, la réalité revient. Mais malheureusement, depuis une trentaine d'années au moins, nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas sensibles aux chiffres, ou qui ne peuvent pas les comprendre, ou qui ne peuvent pas les regarder. Et je pense que ça, c'est extrêmement grave. Si bien que nous ne sommes plus cartésiens. N'oublions pas que Descartes était philosophe, mais il était aussi mathématicien. Et pendant très longtemps, nous avons eu la réputation d'être un pays cartésien, logique. C'est-à-dire qu'il partait de l'analyse des faits, et l'analyse des faits, c'est d'abord l'analyse des chiffres. Or, c'est pas un mystère, nous avons aujourd'hui, sinon au sommet de l'État, même si ça a été le cas dans un passé récent, des gens qui sortent d'une école, qui est une école qui fait fi des chiffres. À l'École nationale d'administration, on parle d'idées, mais on ne s'abaisse pas à regarder la réalité des choses. Et je pense que c'est une des causes de nos problèmes. Alors nous allons marquer une petite pause technique pour permettre à nos téléspectateurs de se reposer un instant, puisque les chiffres ça fatigue, n'est-ce pas? C'est même peut-être pour ça qu'on n'en discute pas assez. Et nous reprenons l'antenne tout de suite après. A tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Christian Gérondeau. Christian Gérondeau qui est polytechnicien, qui est également, bon, tout le monde le sait, un des plus grands spécialistes mondiaux des transports, et qui est actuellement le président de la Fédération française des automobiles clubs, qui, contrairement à ce que croient certains, n'est pas un puissant lobby, mais tout simplement une association, je crois que vous êtes une association de la loi 1901, si je ne me trompe. Une association, comme il y en a beaucoup d'autres, voilà. Et qui a la vocation, c'est la seule, à représenter les usagers de la route. Et les usagers de la route, c'est tous les Français. C'est donc beaucoup aujourd'hui, 97% des Français sont des automobilistes, beaucoup tous les jours, la majorité tous les jours, d'autres plus rarement. Mais notre vocation, c'est bien de représenter l'ensemble des Français dans l'usage de la route. Donc, ils peuvent être d'opinions diverses. Ils sont d'opinions complètement diverses. Il y a pas un parti des automobilistes, un parti des cyclistes. Non, il y a eu quand même, certaines fois, non pas un parti des automobilistes, mais des manifestations d'automobilistes. Je me souviens que ça se déroulait dans la Sarthe au Mans, me semble-t-il. Il y a eu quelques manifestations importantes d'automobilistes mécontents, mais qui n'ont pas finalement donné grand-chose. Non, parce que vous n'avez pas plus de manifestations des automobilistes que des manifestations de buveurs d'eau. Dans la mesure où tout le monde
est automobiliste et tout le monde a besoin de boire, ça viendrait d'idée de personne d'organiser des manifestations. C'est très différent, par exemple, de ce qui se passe pour les motocyclistes. Les motocyclistes sont une minorité. Donc eux, ils ressentent le besoin de se manifester. Mais l'automobiliste, c'est monsieur et madame tout le monde. Madame, d'ailleurs. Il y a plutôt plus de femmes automobilistes, en tout cas, à peu près autant d'hommes. Et donc, nous, en tout cas, en tant qu'association, nous avons toujours refusé d'appeler à la manifestation, parce que c'est immaîtrisable, n'est-ce pas? Vous imaginez qu'on appelle à manifester, je ne sais pas où, à Paris ou au Mans ou ailleurs, les 40 millions d'automobilistes français. Bon, c'est une responsabilité qu'on ne peut pas prendre. Vous pourriez presque être putschiste à ce moment-là. Bah, je ne sais pas trop. Girondin président. Oui, mais enfin, je vous dis, c'est un peu comme l'eau, l'automobile. L'eau, on a besoin d'en boire, l'automobile, on en a besoin dans la vie quotidienne, et comme l'air qu'on respire. Bon, on ne va pas faire une manifestation qui regrouperait l'ensemble de la population, sauf, et c'est les seuls qui ont eu lieu il n'y a pas très longtemps, sauf contre le prix du carburant. Oui. Le prix du carburant à la pompe, c'est un vrai problème social, parce que tout le monde a besoin de la voiture, et ceux qui souffrent quand il y a une élévation du prix du carburant à la pompe, c'est évidemment pas les gens qui ont beaucoup d'argent, mais ce sont les plus modestes. Et ce sont ceux-là qu'on a vus manifester dans le passé. Alors aujourd'hui, il n'y a pas, pour l'instant en tout cas, je dirais, de manifestations qui se fassent jour, parce que tout le monde sait bien que le prix du carburant à la pompe, s'il augmente en ce moment, c'est le baril de pétrole, et que le baril de pétrole, le gouvernement français ne peut pas grand-chose sur les cours internationaux. Donc, je dirais qu'il y a une certaine passivité, un certain fatalisme. Mais il ne faudrait quand même pas que les choses aillent trop loin. Si le prix du pétrole à la pompe augmentait trop, parce que le cours du pétrole augmente, il y aurait des manifestations. Parce que ça veut dire qu'un certain nombre de personnes seraient obligées, pour aller travailler, pour aller faire leurs courses, de restreindre d'autres postes de dépenses, et par exemple l'alimentation. Et donc là, il y aurait des révoltes. Il y a un seuil, si vous voulez, je considère qu'on n'est pas très loin du seuil. Le seuil, c'est 1,5 € par litre, mais on n'est pas très loin de ce seuil. Si vraiment le cours international du pétrole devait encore augmenter, on ne serait pas à l'abri de manifestations d'automobilistes. Mais le gouvernement, l'État en l'occurrence, peut-il... Alors on nous a expliqué gravement que ça ne servirait à rien d'instituer la TVA, la TIPP flottante, etc. Or, le simple bon sens indique bien que si on réduisait les prélèvements de l'État, qui représentent pas loin de 80% du litre d'essence, inévitablement ça ferait baisser le prix. Donc, Oui, mais le problème, ça nous ramène au débat que nous avons eu tout à l'heure. Le problème, c'est que pour réduire les prélèvements, ce qu'on appelle la TIPP, sur le carburant, eh bien, ça diminuerait les ressources de l'État, et il faudrait que l'État fasse des économies par ailleurs, économies qu'il ne fait pas. Donc, en réalité, le problème, il n'est pas tellement de savoir si on va mettre les impôts à gauche ou à droite, si je peux m'exprimer ainsi. Le vrai problème, ce serait de restreindre les dépenses de l'État. Et là, contrairement à ce qu'on peut croire, on ne s'est pas encore attaqué aux vraies sources de dépenses, tout au moins à celles sur lesquelles on peut faire beaucoup d'économies. Le livre que vous citiez tout à l'heure, que j'ai appelé « Les danseuses de la République », rappelle que pour les transports ferrés et les transports publics, nous dépensons 20 milliards d'euros par an d'argent du contribuable. Et que dans d'autres pays, c'est moitié moindre. Donc, si on faisait comme d'autres pays qui sont tout aussi sociaux que nous, et quelquefois plus, eh bien, on pourrait, sur ce seul poste, économiser peut-être 10 milliards d'euros par an. Or, que fait-on ? On augmente chaque année ces dépenses. Et avec le Grenelle de l'environnement, on risque de les augmenter encore beaucoup plus vite qu'avant, puisque cette grande réunion a été quand même une réunion de gens qui poussaient tous à la dépense. Les écologistes, parce que pour eux, il faut développer le transport public, entre autres choses, et donc couvrir la France de lignes ferroviaires à grande vitesse, de TGV, couvrir les villes de tramway, etc., etc. Tout ça coûte très cher. Et ces écologistes ont fait alliance avec les représentants du MEDEF. Le MEDEF avait envoyé la Fédération des travaux publics, la Fédération de l'industrie ferroviaire, la Fédération des éoliennes pour l'énergie, la Fédération des... Enfin bon,
tout le monde était d'accord pour augmenter la dépense. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas d'argent et qu'il va bien falloir un jour ou l'autre arriver à dire la vérité. Alors cette vérité va être évidemment un peu difficile à faire admettre aux Français, parce que même s'ils s'en doutent tous, je suis persuadé que les Français se sentent bien, ne serait-ce qu'à travers une déclaration qui a fait un effet redoutable, celle du Premier ministre indiquant que les caisses, que la France était en faillite, et M. Sarkozy lui-même, dans une conférence de presse en début d'année, a indiqué que les caisses étaient vides. Donc les Français le savent quand même. Mais on est quand même frappé par la paralysie de l'État, qui est incapable de réduire ses dépenses. Et vous parliez tout à l'heure de réduire les dépenses publiques, mais par rapport à l'Allemagne, nous avons 9 points de PIB de dépenses publiques de plus, ce qui veut dire que nous pourrions, à supposer que nous remettions au niveau de l'Allemagne, nous pourrions par exemple, un ordre de grandeur, supprimer la TVA, tout simplement. La TVA, ça représente à peu près l'équivalent de 9 points de PIB. Bon, je, naturellement, ne supprimerai pas la TVA, mais je veux dire que le niveau des prix par les baisses successives d'impôts et concomitantes, arriverait à peu près 20% de moins que ce qu'il est actuellement. Quand vous voyez que pour 70 millions d'euros, on est en train de s'écharper en France, et qu'on se jette à la figure les termes d'antisociaux, de je ne sais quels autres termes infamants, on se dit que la France est quand même profondément malade. Et au-delà d'ailleurs de ce que vous signaliez tout à l'heure, c'est-à-dire le problème du politiquement correct, moi je pense qu'il y a une véritable maladie mentale en France, qui est due au politiquement correct. C'est-à-dire que nous sommes incapables d'apprécier les situations telles qu'elles sont, alors du coup il ne nous reste plus que l'insulte. Et ça c'est quand même extrêmement ennuyeux, et c'est la raison pour laquelle des esprits aussi brillants que le vôtre devraient, me semble-t-il, avoir un écho infiniment plus vaste. Bon, vous êtes invités ici et là, bien entendu, vous écrivez, vous parlez, mais il faudrait quand même que ça se fasse un peu plus largement, mais naturellement, ce n'est pas à vous d'en décider, hélas, car sinon vous l'accepteriez tout de suite. Alors, oui, revenons, si vous voulez bien, à ces problèmes à la fois de transport et d'équilibre budgétaire et d'écologie. Vous avez abordé le sujet tout à l'heure à propos des dépenses d'infrastructures en particulier qui pourraient résulter de Grenelle de l'environnement. Puis il y a aussi cette fameuse affaire des OGM. Alors vous, dans votre livre, donc, je remontre ici à la caméra, à Christian Gérondeau, La grande arnaque aux éditions Albin Michel, vous avez traité, mais sans vous y attarder beaucoup, le problème des OGM. Où en est-on actuellement? Est-ce qu'il y a là encore un abus du principe de précaution, puisque finalement il y a quand même une directive européenne qui a été prise sur ce sujet? Oui, on est dans une situation là qui, à nouveau, frise le ridicule, puisque nous avons une interdiction de cultiver des produits génétiquement modifiés en France, mais nous avons l'autorisation d'en importer. Et, par exemple, pour nourrir le bétail. Et nous importons donc du maïs transgénique, comme on l'appelle aujourd'hui, pour nourrir le bétail. Et ensuite, nous mangeons les animaux qui ont été nourris par cet OGM que nous avons interdiction de cultiver en France. Bon, là, on a à nouveau cédé à l'idéologie. Et cette fois-ci, c'est l'idéologie écologique. Nous avons un certain nombre de personnes qui sont des personnalités publiques que tout le monde connaît, qui occupent les médias en permanence et qui, en réalité, sont très largement des imposteurs parce qu'ils affirment des contre-vérités. Ils affirment qu'il y a des dangers prouvés. Il n'y a aucun danger prouvé. Il y a même absolument l'inverse, puisque je crois qu'au niveau planétaire, on a maintenant 100 millions d'hectares qui sont cultivés chaque année avec des produits OGM, et qu'on sait avec certitude que pour nourrir l'humanité, on aura besoin de ce type de produits. Il y a eu récemment à New Delhi un grand congrès mondial du riz. Et le Premier ministre de l'Inde c'est 1 milliard d'habitants, même un peu plus, est venu supplier les chercheurs en leur disant, je vous en conjure, mettez rapidement au point des riz OGM, qui auront un meilleur rendement, qui lutteront mieux contre les insectes, les parasites, qui demanderont moins d'eau, parce que j'en ai besoin pour nourrir la population de l'Inde. Et l'Inde, c'est un cas, mais il y a aussi la Chine, puis il y a aussi le reste du monde. Donc ceux qui s'opposent pour des raisons, mais totalement idéologiques aux OGM, ont une incroyable responsabilité. L'expression n'est pas de moi, elle est d'un ancien ministre que tout le monde connaît, qui est Claude Allègre, qui parle de bio-assassin. Parce que c'est vrai,
qu'en s'opposant au progrès technique, on a la responsabilité, on prend la responsabilité de mort d'hommes, de femmes et d'enfants. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les OGM. Bien entendu, si un jour il s'avérait que c'est dangereux, il faudrait en tirer des conséquences. Mais ce serait quand même étonnant que toute la planète, et même le reste de l'Europe, cultive des plantes OGM et que nous soyons les seuls à détenir la vérité. Nous cédons à un terrorisme intellectuel. Et ça, c'est une des caractéristiques, malheureusement, de l'époque. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Il y a heureusement des voix qui se font entendre, mais il faut bien reconnaître que jusqu'à présent, ce n'est pas le courage qui a été dominant. Alors, il y a eu un épisode intéressant dans cette affaire. Bon, c'est de la politique politicienne, le fait que Mme Kosciusko-Morizet se soit allée à critiquer le Premier ministre et son ministre. C'est un élément qui n'a pas beaucoup d'importance en soi, sauf pour la cohérence de l'action gouvernementale. Mais ce qui a beaucoup marqué, en fait, les Français, les milieux politiques, et en particulier les députés de la majorité, je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la bise. La bise que Mme Kosciusko-Morizet a appliquée sur le beau visage de M. José Bové. Alors là, les gens se sont dit, dans quel monde vivons-nous? Si vraiment les représentants du gouvernement se mettent à embrasser ceux qui sont leurs pires adversaires, en tout cas le pire adversaire de leurs idées, on est dans un monde complètement faussé. Et je me demande si finalement cet effet d'annonce, cet effet d'illustration que représente tel acte public n'est pas, au fond, un des principaux handicaps que la droite est actuellement en train de devoir surmonter. Pour moi, ça me paraît évident, mais c'est certainement pas évident, puisque ce n'est pas comme ça que le ressent la majorité de la droite. Et vous évoquez cet incident qui a eu lieu avec Nathalie Kosciusko-Morizet, mais vous n'avez pas tout dit. Le plus étonnant, c'est le sondage qui est sorti quelques jours après, et qui a révélé que 80% des Français lui donnaient raison. Alors, est-ce qu'il lui donnait raison parce que c'est une femme et que, elle avait fait preuve d'un certain, disons-le, d'un certain courage? Parce que critiquer son ministre, le chef du parti majoritaire, le Premier ministre et tout le gouvernement, faut quand même avoir un certain courage pour le faire. Mais c'est peut-être aussi que les Français étant totalement désinformés, parce que personne n'a osé leur dire tout ça, non, écoutez, soyons sérieux, choisissez, est-ce que vous voulez prendre un risque qu'on ne connaît pas et qui probablement n'existait pas, ou bien priver la majeure partie de l'humanité tout simplement d'aliments et de nourriture. Le Français n'est pas idiot, le Français n'est pas méchant. Je pense que si on avait expliqué le problème comme ça, il dirait oui, il faut prendre les OGM. Regardez ce qui se passe avec les biocarburants. Alors là, on a à nouveau exactement le même phénomène. Je dirais que les écologistes n'ont pas de chance, ils ne choisissent que de mauvais combats. Et là, les écologistes nous ont expliqué qu'on allait faire de l'essence, du carburant, avec du blé ou du maïs ou du colza, enfin avec des produits alimentaires. Et on voit le résultat. Alors c'est pas la seule cause, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a une flambée des cours des produits alimentaires. Le blé, le riz, le maïs, tout ça a doublé. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au Mexique, il y a des gens qui n'arrivent plus à manger et éventuellement qui meurent de faim, parce que le président Bush, en écoutant les écologistes, alors pour une fois il a vraiment eu tort, a donné des subventions considérables aux producteurs de maïs américains. Tous les États-Unis sont en train de se couvrir d'usines pour transformer le maïs en carburant, avec un rendement absolument dérisoire. On n'est même pas sûr que le rendement ne soit pas négatif. Et pendant ce temps-là, le cours du maïs a doublé, et vous avez des gens qui ne peuvent plus se nourrir sur la planète. Donc voilà, à nouveau, un très mauvais combat. Si on prend les combats écologiques, ils sont à peu près tous mauvais. Et un autre, celui des éoliennes. Bon, les éoliennes, en dehors du fait que c'est une abomination pour les paysages, il faut vraiment n'avoir aucune sensibilité pour dire que c'est beau. Dans les plaines, c'est pas encore trop grave, mais quand on vous met ça au sommet des montagnes, c'est vraiment épouvantable. Mais oublions, si on peut, cet aspect des choses. C'est une catastrophe sur le plan économique, pour une raison qui est tout à fait simple, et que la plupart des gens ignorent, c'est que les éoliennes, ça ne fonctionne que quand il y a du vent, ou plus exactement, quand il y a assez de vent. C'est-à-dire qu'assez souvent, on les voit tourner, quand il y a un petit peu de vent. Mais à ce moment-là, elles ne produisent pas d'électricité. Elles ne produisent de l'électricité que quand le vent souffle, disons, à 30-40 km/h au minimum.
et quand ils souffrent pas trop fort, parce que quand ils souffrent trop fort, il faut les arrêter, et sans ça, elles risqueraient de se casser. Mais il y a globalement, les éoliennes, ça marche un quart du temps. Qu'est-ce qu'on fait les 3 autres quarts du temps? Les 3 autres quarts du temps, c'est très simple. Les pays qui ont le plus développé les éoliennes, c'est l'Allemagne, c'est le Danemark, c'est l'Espagne. Ces pays-là, les 3 autres quarts du temps, font l'électricité, leur électricité, parce qu'ils ont besoin d'électricité 100% du temps, avec du charbon. C'est-à-dire que les pays qui ont le plus d'éoliennes, c'est aussi les pays qui sont les plus grands pollueurs. Le pays qui est le moins pollueur, je parle des gaz à effet de serre, du gaz carbonique, il y en a un sur la planète qui s'appelle la France. Et pourquoi? Parce que nous faisons notre électricité, l'essentiel, avec des centrales nucléaires. Mais les écologistes ne peuvent pas admettre, ont une phobie de l'énergie nucléaire. Donc, au nom de la sauvegarde de la planète, ils s'opposent aux centrales nucléaires, qui sont la seule véritable solution de masse pour éviter les rejets dans l'atmosphère, et ils encouragent la construction de centrales à charbon. C'est quelque chose qui est absolument ahurissant. Comment est-ce qu'on peut vous dire qu'il y a un danger extraordinaire qui est l'effet de serre qui augmente, et s'opposer à la mesure qui permettrait d'éviter les rejets de gaz à effet de serre, de gaz carbonique en l'occurrence? Je veux dire, c'est un mystère que j'ai toujours pas résolu en ce qui me concerne, mais c'est une des illustrations de plus du fait que nous assistons au triomphe de l'idéologie sur la réalité. Alors, pour illustrer votre propos, on a appris récemment, alors les Allemands quand même, quelle honte, hein, ils ont avoué qu'ils ont de mauvais moteurs d'automobile, parce qu'ils ne peuvent pas prendre les biocarburants. Vous vous rendez compte de l'expression? Ça m'a beaucoup amusé, parce que l'industrie allemande sait quand même faire des moteurs. Bon, manifestement, ils ont voulu en sortir de cette affaire de biocarburant, et ils en sont sortis d'une manière un petit peu amusante quand même. Oui, mais on a aussi maintenant un ministre allemand, c'est tout récent, je crois que ça date d'hier ou d'avant-hier, qui vient de déclarer qu'il ne fallait pas faire de biocarburant parce qu'on privait l'humanité de produits alimentaires. Donc l'idée fait son chemin, même en Allemagne. Et ce sera probablement, je pense que cette idée va devenir évidente. Enfin, on a des révoltes de la faim maintenant dans une douzaine de pays, et demain ce sera peut-être dans 40 pays, des gens qui ne peuvent plus manger. Et l'une des causes, pas la seule, mais l'une des causes, c'est la fabrication de biocarburants avec du blé ou avec du maïs, qui est un non-sens total. On a désorganisé le marché mondial des céréales. On a tout simplement privé le marché mondial de céréales de quelques dizaines de millions de tonnes, et peut-être de centaines de millions de tonnes de nourriture. Et là, je pense que ce sera peut-être une des premières illustrations du caractère complètement infondé de tout ce qu'on nous a raconté depuis des années, et encore une fois, avec le triomphe de l'idéologie sur la réalité. Est-ce que dans ces grands débats internationaux maintenant, parce que le débat est mondial, et on voit bien que la mondialisation, qui jusqu'à présent était plutôt un concept pour beaucoup, est devenue une réalité de chair. Quand vous voyez des millions de gens qui n'ont pas assez à manger, ça n'est pas un concept, ce sont des êtres humains qui souffrent et qui ne mangent pas assez. Et donc là, est-ce qu'il ne va pas y avoir un effet en quelque sorte bénéfique qui permettra aux gens de se dire la mondialisation, d'abord ça existe, mais deuxièmement ça implique un certain nombre de devoirs, et en particulier d'arrêter ces élucubrations, notamment celle des Verts. Oui, la mondialisation, qui est généralement attaquée, d'ailleurs, au nom de l'idéologie, est en réalité un bienfait. Pourquoi? Parce que le progrès technique n'a jamais été aussi rapide et aussi diffusé sur l'ensemble de la planète. On a maintenant un habitant de la planète sur 2 qui a un téléphone portable. Le téléphone portable, c'est pas simplement pour s'amuser et donner des nouvelles de ce qu'on a fait la veille. C'est pour échanger les cours du sorgho ou du maïs. C'est pour avoir des conseils médicaux. C'est pour, au niveau de l'éducation, pouvoir faire des progrès. Et je parle là des téléphones portables, des ordinateurs. C'est en train de suivre le même chemin. Vous allez maintenant dans n'importe quel village de Chine, l'épicier du coin, si je peux employer cette expression, il a son ordinateur. Donc le progrès ne s'est jamais diffusé aussi rapidement. L'humanité n'a jamais progressé aussi vite qu'en ce moment. Et ça, c'est grâce à la mondialisation. Et c'est un aspect de la mondialisation. L'autre aspect, c'est les échanges de marchandises.
Bon, vous allez faire vos courses dans un grand magasin d'ameublement, et vous regardez, tout vient de pays très lointains, où la main-d'œuvre est moins chère, mais avec un double bénéfice. Cette main-d'œuvre est moins chère, mais elle s'enrichit. Vous savez qu'en Chine, maintenant, il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et que les Chinois sont en train de faire fabriquer ce dont ils ont besoin par les Vietnamiens. Pourquoi? Parce qu'il y a 300 millions de Chinois qui sont maintenant pratiquement des Occidentaux du point de vue de leur niveau de vie, qui bien entendu vont acheter des voitures, vont voyager, viennent comme touristes chez nous. Donc nous y gagnons quand nous achetons des produits qui sont moins chers que si on les fabriquait, nous y gagnons quand il y a des touristes qui viennent, et eux, ils gagnent de leur côté. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais win-win, gagnant-gagnant. C'est une expression qui a été beaucoup utilisée, mais je ne suis pas sûr que c'était un très bon escient. Là, c'est vraiment un bon escient. La planète n'a jamais progressé aussi vite. Et ce qu'on voit avec les révoltes de la faim qu'on voit aujourd'hui, c'est pas du tout la conséquence de la mondialisation. C'est le contraire. C'est la conséquence d'idéologies qui mettent en cause la mondialisation. Parce que les écologistes vous expliquent que la mondialisation, c'est une catastrophe. Bon, alors que c'est exactement l'inverse. La mondialisation, c'est le moyen de faire sortir de la misère, de la pauvreté, de la faim, l'essentiel de l'humanité. C'est ce qui se passe en ce moment sous nos yeux. Mais tant qu'on n'expliquera pas, et qu'au contraire, on laissera la parole, heureusement d'ailleurs qu'on laisse la parole, on est en démocratie, mais qu'on ne contrera pas la parole de ceux qui désinforment, ben, nous en serons à l'état où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire avec une appréciation négative, pessimiste de l'époque dans laquelle on vit, parce que ceux qui sont responsables, je dirais, de nous éclairer, jusqu'à présent, ne nous ont pas, ou pas beaucoup éclairés. C'est probablement parce qu'il manquait d'énergie. Ils n'en ont pas produit assez. En tout cas, parce que... Pas la bonne, en tout cas. Bon, il y en a encore beaucoup d'énergie, mais probablement ne l'utilisent-ils pas à bon escient. Non. Alors, la conclusion qu'on peut tirer quand même de tout cela, et on revient à ce que nous disions tout à l'heure pour essayer de le développer encore, c'est un problème d'information. Je suis absolument convaincu que l'information, et d'ailleurs ce n'est pas nouveau, Confucius le disait déjà, est un élément absolument essentiel de l'action. Vous ne pouvez pas obtenir une action, quelle qu'elle soit, et encore moins la conduire, si les gens qui sont censés obéir à vos ordres ou à vos conseils ne sont pas au courant de ce qu'ils doivent faire, ni des raisons pour lesquelles ils le font. Mais est-ce que nous ne sommes pas de nouveau face à un problème en France? Est-ce que ce n'est pas ça la véritable explication du fait que les grands groupes qui détiennent les principaux moyens d'information sont au fond des groupes qui ont affaire avec l'État en permanence? C'est indéniablement une des causes. Je parlais tout à l'heure du MEDEF. Une des principales branches du MEDEF, enfin même toutes les principales branches, prenons la Fédération des Travaux Publics. Bon, la Fédération des Travaux Publics, elle a intérêt à ce qu'on fasse de nouvelles lignes de chemin de fer, même si elles ne répondent pas à un véritable besoin. Les industries métallurgiques ont intérêt à ce qu'on construise des trains, même si ces trains, c'est pas ce qu'il faudrait faire de mieux. L'industrie des éoliennes a intérêt à ce qu'on subventionne les éoliennes. Et donc c'est un vrai problème. Ceux qui représentent le secteur privé ont des intérêts qui les conduisent, lorsqu'ils regardent ce qui se passe dans leur secteur, à demander plus d'argent à l'État ou aux consommateurs, enfin peu importe. Et donc à augmenter les dépenses, ce qui ne les empêche pas de dire qu'ils payent trop d'impôts, et sans se rendre compte qu'ils sont dans une contradiction totale, ou même s'ils le savent, parce qu'ils sont quand même pas idiots, ils se disent ok, bon ben on paye trop d'impôts, mais si on obtient 3 fois plus de subventions en échange, on y gagne encore. Alors effectivement, je crois que là, nous avons posé le problème sans le résoudre, parce que ma foi, commencer de le poser, ça n'est pas forcément non plus la mauvaise voie, car beaucoup de gens savent très bien que si on ne le pose pas, on n'arrivera jamais à le résoudre. Nous savons qu'il y a encore du pain sur la planche, vos livres sont là pour nous y aider, notamment, je vais les rappeler, Christian Gérondeau, Écologie, la grande arnaque, c'est le dernier livre de Christian Gérondeau aux éditions Albin Michel, du même auteur, Les danseuses de la République, un livre olé olé sur la SNCF, et puis plus ancien mais toujours d'actualité, Candide au pays des libéraux, préface d'Alain Madelin, aux éditions Albin Michel. Cher Christian, il me reste à vous remercier. Vous souhaitez surtout de garder ce courage qui vous anime depuis longtemps. Alors, faut tout essayer de dire la vérité à nos concitoyens n'est pas
en France, la voie la plus facile, la plus, je dirais, la plus porteuse d'agrément, parce que finalement, les immenses remerciements que reçoivent tous les faux penseurs sont évidemment sans commune mesure avec cette espèce de refus de voir la vérité dont sont accablés ceux qui démontrent des faits avérés. Mais enfin, nous sommes heureux de vous avoir, et en particulier de vous avoir sur Reichmann TV. À bientôt donc, Christian. Merci. Et bravo pour tout ce que vous faites. Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir prêté attention. Bon courage à tous, soyez heureux, portez-vous bien, à bientôt, et vive la France.